Le nantissement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est finalement un mécanisme qui va permettre à la banque de prendre un bien qui est souvent incorporel pour venir en garantie du prêt immobilier. Les banques généralement préfèrent des fonds quand même qui sont engageants. Par exemple, si vous voulez nantir votre livret A, ça va pas fonctionner. Par expérience, c'est plus facile de négocier en amont qu'on puisse faire des levées partielles ou totales que de le faire a posteriori. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Lorsqu'on souhaite faire un crédit immobilier, généralement la banque demande des garanties pour se protéger et garantir le remboursement du prêt. Son objectif est bien sûr qu'en cas de non-remboursement par l'emprunteur, elle puisse tout de même recouvrer les fonds prêtés. Pour cela, il existe différents types de garanties possibles. La plus répandue et donc la plus connue est sans doute le cautionnement via une société de cautionnement, comme le Crédit Logement, la SACEF, la CAMCA ou encore la CMH. Ces organismes fluctuent selon les banques. Il s'agit souvent de la garantie préférée des établissements bancaires, car la plus simple à mettre en œuvre pour elles en cas de difficulté ultérieure avec l'emprunteur. En revanche, un certain nombre de critères sont exigés par ces organismes de cautionnement et il n'est donc pas toujours possible de la mettre en œuvre, notamment si vous n'avez pas de CDI. Le cautionnement peut également se faire via une personne physique, auquel cas on parle de caution personnelle, comme un parent, un ami, etc. Et on trouve enfin la garantie de type hypothèque ou l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers, qui sont assez répandues et sont souvent moins chères qu'une caution type crédit logement. Mais il existe encore d'autres types de garanties, et notamment une beaucoup moins connue et répandue. Pourtant, elle peut être particulièrement intéressante dans un certain nombre de cas. J'arrête le suspense, qui est à son paroxysme, il s'agit du nantissement. Pour en parler et de manière bien plus détaillée que je ne suis en capacité de le faire, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sur cet épisode Luc Tillier. Luc est un ancien banquier et évolue depuis maintenant pas mal d'années dans l'écosystème du financement de projets immobiliers. Allez, cette intro a déjà assez duré, il est temps que l'épisode commence, alors c'est parti. D'ici peu, le nantissement ne devrait plus avoir de secret pour vous. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre. Ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast pour évoquer un des nombreux sujets que tu connais bien, sans doute, le nantissement, sachant que toi, tu connais très bien les sujets, on va dire, bancaires et immobiliers de manière générale. Donc, on pourrait sans doute parler des heures dans cet épisode, mais aujourd'hui, on va tenter de se focaliser sur le nantissement. Alors, peut-être que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, savoir un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, etc. D'accord. Alors déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je suis ravi d'être là. Pour me présenter en 2 mots, je suis Luc Tillier, je suis un ancien banquier. J'ai fait presque 10 ans de banque à différents postes. J'ai commencé à l'accueil et puis j'ai gravi les échelons jusqu'à la banque privée, ce qui m'a permis de voir une clientèle très large, très riche, très différente, avec des personnes modestes, des professionnels, des personnes plus riches, des investisseurs, pas des investisseurs. Et puis après, j'ai développé mon activité au travers de différentes entreprises, dont une entreprise qui fait de l'accompagnement sur les formations, Polygone maintenant, mais bien avant j'étais avec Michael Ferrari, et un cabinet de gestion de patrimoine. Donc effectivement, comme tu l'as dit, les thématiques de l'immobilier et en règle générale de la gestion de patrimoine, je les connais bien. Mais sur le financement, j'ai écrit un livre, donc a priori c'est une thématique sur laquelle je suis à l'aise, voilà, en quelques mots. Super, voilà, c'est parfaitement résumé. Je crois que tu es multi-entrepreneur aussi par ailleurs, non ? Complètement. Encore une fois, avec sur des thématiques qui sont proches de l'investisseur, toujours, puisque il y a Polygone Formation qui accompagne des personnes dans l'investissement, mais dans l'investissement de manière large, où il n'y a pas que des formations, mais c'est vraiment qu'on accompagne les personnes pour pour adapter les informations à leur situation personnelle. On a le cabinet de gestion de patrimoine qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus large, parce qu'on aborde des thématiques qui sont d'ordre patrimonial, matrimonial, économique, juridique, et puis de la transmission. Donc là où c'est beaucoup plus précis. Puis il y a une toute nouvelle entreprise qui va révolutionner le marché, qui s'appelle Goodlease. Et cette entreprise-là, en fait, elle va révolutionner le marché, puisqu'on va permettre à des personnes
de se réunir, donc des locataires et des propriétaires, au travers d'un historique locatif. Et pour aller te donner la primeur sur cette information-là, on est soutenu par le ministre Olivier Klein. Et voilà, on développe en fait cette société-là qui marche très très fort, où on a réussi à combattre la discrimination dans le cadre des personnes qui veulent candidater aux propriétaires, et on facilite la vie des propriétaires pour justement qu'ils évitent les impayés et les dégradations des biens. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'est ceux qui sont curieux, ils pourront aller voir sur internet et ça sera très bien. Bah écoute, et puis on pourra peut-être à l'occasion faire un épisode sur le sujet. Tu pourras nous en dire plus à ce moment-là. avec plaisir. Alors donc toi qui accompagnes pas mal d'investisseurs justement dans leur projet immobilier, tu vois aujourd'hui un panel de cas et puis de recherche de financement assez large. En ce moment, on entend pas mal parler de difficultés potentiellement pour justement trouver des financements. Toi, avec l'ensemble des investisseurs que tu accompagnes, quel est un petit peu le sentiment de marché que tu as par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vraiment il y a une difficulté à trouver du financement? Est-ce que si oui, elle est plutôt pour les gens qui recherchent des résidences principales et pas pour les investisseurs? Voilà, quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, il y a beaucoup d'informations à donner sur ça et c'est hyper intéressant. Finalement, il y a deux visions. Il y a la vision de ceux qui ne savent pas comment ça se produit, comment on obtient un financement, comment la banque fonctionne, c'est quoi le langage, c'est quoi les règles. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué puisque concrètement, ils y vont et ils ne savent pas à quelle sauce ils vont se faire manger. Et bien sûr, pour eux, c'est compliqué parce que ils ont pas les termes, ils savent pas comment s'y prendre et puis finalement, ils ont en référence leur banque. Alors que les personnes qui sont plus préparées et qui connaissent qu'est-ce que c'est par exemple que le Haut Conseil de la stabilité financière, qu'est-ce que c'est le taux d'usure, quand on sait que les interlocuteurs dans les banques sont pas toujours les plus pertinents, qu'on peut solliciter plusieurs banques, bien évidemment pour eux c'est différent. Et d'ailleurs il y a une information qui vient enrichir ce constat-là, c'est que la Banque de France, au travers donc le HCSF, a déclaré, enfin c'est le HCSF plutôt qui a déclaré sous couvert de la Banque de France, que dans le cadre des règles qui sont mises en avant, les banques donc peuvent dépasser les fameux 35% de taux d'endettement et les règles, et les banques, dans la proportion qui a été destinée aux investisseurs et uniquement les investisseurs, je ne parle donc pas des primo-accédants pour la résidence principale, eh bien ils n'utilisaient pas toute la capacité qu'ils pouvaient. Ils avaient utilisé que 11 et quelques pourcents. Ça veut dire qu'en gros, lorsqu'il était question de dépasser les critères d'octroi du crédit, pour l'instant, la banque, elle avait encore la moitié des possibilités sous le pied. Ça veut dire qu'elle choisit vraiment ses clients. En gros, elle a décidé de dépasser les préconisations du HCSF seulement pour une partie et elle aurait pu faire le double. Donc le HCSF leur a dit, attendez, vous pouvez utiliser plus, allez-y. Et ça, sans parler des résidences principales. Évidemment, c'est plus facile d'investir pour sa résidence principale ou quand on est primo-accédant que quand on est investisseur et multi-investisseur parce que, a fortiori, on va rapidement dépasser le taux d'endettement des 35%. Donc voilà, il y a vraiment deux visions. Il y a la vision « je ne suis pas préparé » ou « j'ai l'impression d'être préparé mais c'est pas adapté ». Et la vision, je suis préparé, j'ai un dossier, je sais comment le construire, je comprends le langage de la banque et je sais du coup comment je vais obtenir mon financement. Les personnes souvent oublient quelque chose, c'est de se mettre à la place de la banque. La banque, c'est une entreprise, elle veut pas prendre de risques et elle veut faire de l'argent. Et j'ai encore souvent le cas, y compris dans notre communauté, des personnes qui disent mais je comprends pas, j'ai un bien qui est rentable, j'ai un peu d'épargne de côté, j'ai un petit peu d'apport. Et des fois il y en a souvent d'ailleurs qui n'ont pas du tout d'apport et c'est très bien aussi. Et la banque ne veut pas me prêter. Et souvent il y a une explication. C'est, je sais pas, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas lui demander 1 million d'euros, il te connaît pas et tu penses qu'il va te le prêter. Souvent, ça manque de bon sens d'abord, même s'il y a un vrai élan, une vraie dynamique pour investir. Et puis après, il y a le contexte du marché. Contexte du marché pour obtenir du financement. Il y a le taux d'usure. Alors même si là, en janvier, il vient d'être augmenté, donc ça permet un petit peu plus de largesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'inflation. Donc, comme les taux augmentent, eh bien, les enveloppes d'emprunt sont moins importantes. Pour l'instant, les vendeurs des biens immobiliers n'ont toujours pas ajusté, ils veulent tirer le meilleur prix de leur vente. Donc on se retrouve dans une situation qui est classique, qui est la situation que nous avions connue déjà en 2008, au moment de la crise des subprimes, où on a un marché qui ne peut pas acheter et on a un marché vendeur qui veut vendre à un prix qui n'est pas cohérent avec la capacité d'emprunt des acheteurs. Donc qu'est-ce qui va se produire? Bien, à un moment donné, il va y avoir plus d'offres
des biens immobiliers que de demandes, et donc le prix va descendre. Et il y a quelque chose qui va aggraver ça, et c'est pour ça que c'est important que les investisseurs soient prêts, c'est que avec la réforme sur les passoires énergétiques, eh bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas faire les travaux et qui préfèrent vendre leurs biens. Donc voilà, pour être concis sur l'état du marché, non, ce n'est pas plus compliqué d'obtenir un financement, ça c'est une illusion. Quand on sait comment fonctionne le taux d'usure, quand on sait comment fonctionne le HCSF, quand on sait comment fonctionne la banque, et quand on va solliciter plusieurs banques pour trouver le bon interlocuteur, il y a beaucoup de « et », non, ce n'est pas plus compliqué. Par contre, ce n'est pas magique, c'est sûr, il y a du travail derrière, il y a de l'investissement en temps, en apprentissage, et voilà. Très bien. Non, mais je pense que c'est clair. Donc, on retient que c'est pas plus compliqué qu'avant. Faut y passer du temps et savoir de quoi on parle pour pouvoir trouver le bon interlocuteur qui comprendra le projet. Et voilà. Très bien. Bah, écoute, passons au sujet donc du podcast d'aujourd'hui, à savoir le nantissement, puisque bon, la majorité des gens et des investisseurs, c'est vrai, connaissent généralement des garanties type cautionnement ou hypothèque, ce genre de sûreté, et beaucoup moins souvent on parle de nantissement. Donc c'était l'idée aujourd'hui, c'est d'en discuter, de mieux comprendre ce que c'est, dans quel cadre on est amené à potentiellement pouvoir utiliser ce type de sûreté plutôt que celle que j'ai évoquée avant. Alors le nantissement, c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. À la différence, aujourd'hui, il est vrai parfois que quand on emprunte, la banque elle a besoin de garanties, soit les organismes de caution, soit les hypothèques. Aujourd'hui, on ne prête plus sur des hypothèques, c'est-à-dire que la banque veut bien prendre hypothèque sur le bien qu'on finance, mais elle ne voudra pas prendre hypothèque sur un autre bien, sauf le CF-Sahel, qui est une exception, mais sinon ça faut le faire à l'étranger. Mais il reste l'option du nantissement. Le nantissement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est finalement un mécanisme qui va permettre à la banque de prendre un bien qui est souvent incorporel, à la différence du gage, pour venir en garantie du prêt immobilier. Ça, c'est régi par le Code civil, c'est l'article, je me suis aventuré, ça doit être 2350 et quelques, 2355 à vérifier. Mais voilà, ça, c'est régi par le Code civil. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que la banque va pouvoir prendre en garantie généralement un élément financier, donc par exemple portefeuille d'actions, plan d'épargne d'actions, contrat d'assurance vie, voilà. Généralement, c'est ce qui se fait le plus souvent. Bon de capitalisation, assurance vie luxembourgeoise, voilà, il y en a qui me viennent au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est de prendre un contrat, d'investissement financier, de passer un contrat avec l'emprunteur, de lui dire, bon, sur le principe, vous allez emprunter par exemple 100 000 euros, et nous allons prendre en garantie l'équivalent financièrement, 100 000 euros, mais nous n'allons pas prendre d'hypothèque ou de caution. Si vous avez une difficulté à nous rembourser, eh bien nous, grâce au contrat que nous allons passer ensemble, vous allez nous autoriser à prendre l'argent sur le nantissement que nous aurons fait. Alors que maintenant qu'on a compris ce mécanisme-là, il y a plusieurs choses à comprendre. La première, c'est dans quelle situation on peut utiliser le nantissement. Le nantissement, il peut venir rassurer la banque sur un emprunt classique. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, à un moment donné, de prendre une caution ou un organisme de cautionnement. J'ai envie de venir mettre en nantissement mon argent. Pendant ce temps-là, cet argent-là, il est placé sur un actif qui va me rapporter de l'argent et ça va venir rassurer la banque. Ça, c'est ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, il y a d'autres solutions d'autres situations dans lesquelles on utilise la solution du nantissement pour un emprunt. Imaginons que, dans le cadre de ma situation de santé, la banque ne puisse pas me proposer une assurance santé. On sait que l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie n'est pas imposée par la loi. Donc la banque pourrait s'en passer. La plupart du temps, les banques ne s'en passent pas pour une raison évidente. C'est que si on décède ou si on n'est pas en mesure d'être valide pour gagner de l'argent et donc rembourser, ça va poser une difficulté en termes de sécurité pour la banque. Donc, malgré la loi Lemoine, je fais une parenthèse maintenant, mais aujourd'hui, on peut mettre le nantissement, c'est-à-dire très bien, je n'ai pas la santé pour vous rassurer, pour prendre une assurance santé, sinon ça me ferait dépasser le taux d'usure, ça augmenterait mes échéances. Par contre, s'il m'arrive quelque chose, vous aurez toujours le nantissement. Donc deuxième possibilité d'utiliser le nantissement. Troisième possibilité d'utiliser le nantissement, qui est à mon sens plus destinée aux investisseurs et pour moi plus maligne, quand la banque nous demande de réaliser un apport. Au lieu de faire un emprunt à 110%, la banque refuse.
parce qu'on n'a pas les bons arguments, parce qu'on n'a pas la bonne situation, parce qu'on n'a pas le bon produit net bancaire. Pour différentes raisons, nous n'arrivons pas à obtenir avec la banque un emprunt à 110%. On peut tout à fait négocier avec la banque l'emprunt à 110%, mais sur la part qui va dépasser, donc c'est-à-dire les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier, peut-être les frais de courtage, enfin tous les frais incorporels qui sont liés aux frais d'acquisition, eh bien, on va proposer de faire un nantissement. Alors, évidemment, ça sous-entend qu'on a de l'épargne de côté pour faire ce nantissement-là. Hein. Et ce qu'on va demander à la banque, c'est par anticipation de faire une levée de nantissement dans le temps. Donc, on va donner un exemple concret. J'emprunte 100 000 euros. Dans le cadre de mon acquisition, j'avais 20 000 euros de frais annexes. Donc, l'emprunt à 110% représenterait 120 000 euros. La banque ne veut pas. On dit à la banque, très bien, je vous propose de me prêter 120 000 euros, mais sur les 20 000 euros sur lesquels vous allez prendre un risque, je vais mettre 20 000 euros en nantissement, en garantie, et de cette manière, s'il arrive quelque chose, eh bien, vous pourrez prendre sur le nantissement pour vous rembourser. En revanche, une fois que j'aurai amorti ces 20 000 euros-là sur mon prêt, on considérera que vous n'avez plus de risque, et auquel cas, vous ferez une levée de nantissement, donc vous m'autoriserez à récupérer mon argent ou à l'utiliser pour un nouveau nantissement. Troisième solution pour utiliser le nantissement. Là, tu parles d'un nantissement où on aurait éventuellement nanti 20 000 et on lève le nantissement sur la totalité des 20 000 une fois que le capital restant dû a été diminué de ce montant. Mais est-ce que si tu as nanti 100 000 et que donc tu as remboursé la moitié du capital qui t'avait été prêté, tu peux aussi lever partiellement le nantissement ? On peut faire une demande de levée partielle par expérience. C'est plus facile de négocier en amont qu'on puisse faire des levées partielles ou totales que de le faire a posteriori. Parce qu'à posteriori, on dépend tout simplement de l'accord de la banque et c'est moins évident, ça dépend de la relation qu'on a avec la banque. Mais par contre, théoriquement, c'est tout à fait possible. Et moi, quand j'étais dans la banque, j'ai procédé à des levées de nantissement total, partiel ou à des mises en place de nantissement. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez simplement dans la banque. Quatrième cas où aujourd'hui ça s'utilise automatiquement parce que les banques n'acceptent plus de faire autrement, c'est dans le cadre des prêts in fine. Cas de prêt in fine, on emprunte un montant total, on rembourse que des intérêts, donc le capital ne s'amortit pas. Et au moment de la dernière échéance, eh bien, on doit rembourser le capital complètement. Avant, ce que les banques faisaient, c'est qu'elles faisaient un nantissement sur un contrat d'assurance vie qui était créé et elles demandaient à la personne de mettre un capital au début et tous les mois de mettre un capital, ce qui permettait à la fin d'avoir le capital complet pour rembourser le prêt. Pour différentes raisons, parce que c'est souvent arrivé, il y a souvent eu de la casse sur ce type de montage-là. Maintenant, la banque, elle demande directement un nantissement. Bon, là, on va pas parler du prêt in fine, les avantages qu'il y a et pourquoi il faut le faire, ou pourquoi il ne faut pas le faire, c'est très spécifique. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a 4 situations principales où on peut utiliser le nantissement comme garantie pour venir rassurer la banque. Maintenant, sur le nantissement, on peut faire du nantissement sur des fonds qui sont stables. On va prendre, alors quand je dis stable, c'est pas forcément sécurisé. Hein. Je vais parler du fonds euro ou NEA. L'idée, c'est qu'on l'a vu, c'est des fonds quand même qui peuvent demain perdre de leur valeur, même s'ils sont plus stables et sécurisés. Mais sur des fonds plus volatiles, plus dynamiques. Imaginez que vous ayez investi sur, des actions du CAC 40 et que, le CAC 40, il perd 20% suite, à une guerre dans l'Europe de l'Est, à tout hasard. Et évidemment, la banque, si elle a pris en nantissement sur un support qui est volatile, dans le contrat de nantissement qu'elle fera signer à l'investisseur, pour sûr, elle va inclure ce qu'on appelle une clause d'arrosage. Ça signifie que si le montant qu'elle avait nanti était de 100 000 euros et que le contrat vient à passer à 80 000 euros, la banque, au nom de la clause d'arrosage, va vous dire, attendez, moi mon risque il est plus couvert, donc je vous demande de remettre 20 000 euros au pot. Donc 20 000 euros dans le nantissement. Donc, c'est important quand on réalise un nantissement de définir le montant, de définir dans quelle mesure la levée pourra être faite ou non, et également le support auquel ça va être adossé. Alors, le véhicule, est-ce que c'est un PEA, est-ce que c'est un portefeuille, est-ce que c'est un contrat d'assurance vie, et également l'actif qui va être la composante dans le cadre du nantissement. Et c'est quoi le seuil à partir duquel l'objet de ce qui est nanti n'est pas suffisant pour garantir le prêt ? C'est quoi, il y a 15% sous la barre ou c'est complètement... C'est défini avec la banque, mais généralement, c'est entre 10 et 30%. C'est généralement ce qui s'applique. Et il y a une autre chose qui se fait maintenant depuis plusieurs années, qui est pas nouveau, c'est que
ça existe toujours, on peut toujours le faire, nantir un placement qui n'est pas dans la banque. Mais la banque préfère largement, évidemment, pour des raisons de produits nets bancaires, de développement de la relation, que le placement soit chez elle. Parce que comment ça marche justement? Admettons qu'on veuille nantir des parts de SCPI, par exemple, donc elles sont pas dans la banque directement. Comment elle peut s'assurer qu'on va pas continuer à avoir un accès direct à ces parts et éventuellement les revendre sans qu'elle le sache alors qu'on les a nantis? Alors, souvent déjà, les parts elles sont dans la banque, mais admettons qu'effectivement on est investi sur des parts de SCPI qui ne sont pas dans la banque. En fait, dans le contrat qui est statué, on doit informer l'émetteur de la SCPI que les parts sont nanties. Donc il y a un contrat et il y a un contrat qui est signé en tripartite dans ce cadre-là. Donc pas possible de vendre sans que toutes les parties soient informées. De la même manière, c'est ce qui se passe aussi pour des contrats d'assurance vie qui pourraient être à la concurrence. Maintenant, c'est de bonne intelligence de discuter avec la banque. Je vais donner un cas concret. La fiscalité sur les contrats d'assurance vie, en fonction de leur durée de détention, est plus ou moins avantageuse. Entre 0 et 4 ans, c'est pas la même fiscalité, c'est pas les mêmes droits. Entre 4 et 8 ans, c'en est d'autres. Et au-delà de 8 ans, c'est encore différent. Si la banque, on a 100 000 euros et qu'on a un contrat d'assurance vie qui est à la concurrence, la banque, elle comprend aisément que je vais pas casser mon contrat d'assurance vie ou sortir des capitaux de mon contrat d'assurance vie qui, par exemple, a plus de 8 ans pour la mettre chez elle parce que, au niveau patrimonial, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si c'est un plan d'épargne d'action, ça peut tout à fait se muter. La banque peut prendre à sa charge les frais de mutation et donc, ça serait win-win pour tout le monde. Donc voilà, ça fait partie des choses, par exemple, qu'on peut proposer dans le cadre du montage et dans le cadre de la relation, du développement de la relation avec la banque. Et alors, dans les exemples que tu donnais, tu semblais dire, voilà, je fais un emprunt de 100 000 euros et donc je nantis 100 000 euros. Il me semblait, mais je me trompe peut-être, que en fait le ratio était pas exactement celui-là et que justement elle prenait un peu de marge et généralement on demandait de nantir un peu plus que la somme empruntée. Non, c'est pas le cas? Ça dépend du support. Si on est sur un support dynamique, oui. Par exemple, je vais reprendre l'exemple du 100 000 euros. Généralement, elle va prendre 20% de plus. Mais si on est sur un support hyper stable, la plupart du temps, elle va prendre une garantie via le nantissement qui correspond au montant emprunté. Donc, c'est généralement les règles qui sont appliquées. Certaines banques incluent, pas toutes, mais certaines banques incluent les intérêts au-delà de l'emprunt. Ce qui est pour moi une faute, parce que concrètement, quand on emprunte 100 000, on rembourse au fur et à mesure du capital et des intérêts, et à l'instant T, quand on doit rembourser, les intérêts, il y a un remboursement anticipé, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais certaines banques le font, un peu le même principe que ce qui se passe sur les cautions dans le cadre des emprunts avec les SCI. Ou sur les cautions, tout le temps, les personnes se disent, mais pourquoi ils me demandent de plus que le capital? La raison est celle-ci. Et puis bon, ça leur sert peut-être d'argument pour avoir un peu plus, alors que c'est pas forcément nécessaire. Plus elles en ont, plus elles se couvrent aussi. Donc, bien sûr. Et donc le nantissement, finalement, tout le monde peut y faire appel, ou il y a des critères autres que ceux que tu as évoqués qui font que voilà, ça se limite à de rares cas d'investisseurs? Tout le monde peut y prétendre à partir du moment où on a des fonds qui sont éligibles. Les banques généralement préfèrent des fonds quand même qui sont engageants. Par exemple, si vous voulez nantir votre livret A, ça va pas fonctionner. Mais par contre, c'est accessible à tout le monde. La banque, elle va regarder à qui appartient ce qui est nanti. Par exemple, le contrat d'assurance vie, est-ce qu'il y a un démembrement ou pas qui est réalisé dessus? Ça, par exemple, c'est quelque chose qui pourra l'alerter. Mais tout le monde peut y avoir accès. Après, ça va être une question de est-ce que j'ai la capacité financière d'avoir cet argent-là de côté? Est-ce que je souhaite le bloquer, entre guillemets, s'il n'y a pas de levée? Parce que c'est pas parce que on a fait un nantissement qu'on peut pas arbitrer au sein du support. Imaginez que je garantis le contrat d'assurance vie, je peux tout à fait réaliser des arbitrages au sein du contrat d'assurance vie. Pas de difficulté particulière. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est un outil qui est formidable parce que justement il permet, quand on a commencé à développer un peu de capital et qu'on a une trésorerie, eh bien de pouvoir utiliser ces leviers-là parfois quand on peut être limite en termes de négociation avec la banque pour à la fois apporter du PNB mais à la fois apporter de l'assurance et d'être malin en utilisant les leviers partiels ou total de manière à pouvoir réinvestir. Donc non, c'est au contraire c'est quelque chose qui est génial et ça peut être d'autant plus génial quand on a envie d'aider, non pas soi-même à investir, mais aider un de ses proches, aider un de ses enfants,
frères, sœurs, plutôt que de se porter caution directement, eh bien, on peut mettre à disposition un contrat qui serait nanti, et ce qui n'engage pas notre responsabilité directe, mais par contre, ce qui engage une partie de nos finances. D'accord. Ouais, en effet, c'est un cas auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Et je voulais revenir sur l'arbitrage. Tu dis l'arbitrage reste possible au sein de l'assurance vie nantie, mais j'imagine qu'il faut passer par l'intermédiaire de la banque auprès de laquelle on a nanti pour pouvoir faire ces opérations. Si c'est dans la banque que le produit a été souscrit, oui, mais prenons un exemple où c'est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie chez un confrère et que c'est la banque avec laquelle on a fait le prêt et que l'assurance vie n'est pas chez la banque chez qui on a fait le prêt, non, pas obligatoire. Mais sinon, généralement, dans la banque, c'est le même conseiller, oui. Parce que bon, si tu arbitres et que tu changes complètement de support à l'intérieur, par exemple, et donc que la volatilité, elle aussi, est différente. Tu peux changer de support, mais tu peux pas changer l'exposition au risque. Si tu échanges l'exposition au risque, évidemment, ça fonctionne pas. D'accord. Donc l'autre organisme prévient ta banque ou bloque l'arbitrage que tu veux faire. C'est toi qui préviens la banque et si tu le fais pas, tu te mets en défaut et du coup en déchéance de prêt. D'accord. Ce qui est encore une fois un autre jeu. Et est-ce que toutes les banques proposent ce genre de choses ou c'est finalement quelques banques Proposer, c'est un mot qui est fort. Pourquoi ? Parce que ça fait le lien avec la compétence du conseiller qu'on va avoir en face de soi et il ne sera pas toujours force de proposition parce que pas expert dans ce domaine-là. Donc généralement, c'est mieux que l'investisseur le propose. En revanche, toutes les banques, sans exception, sont en capacité de le faire. Donc toutes les banques, techniquement, devraient proposer ce type de solution-là aux investisseurs qu'ils ont en face d'elles quand c'est possible. Normalement, le rôle du conseiller, quand il ne connaît pas le client, eh bien, c'est de dire, très bien, présentez-moi votre patrimoine, je vais vous faire remplir une déclaration de votre patrimoine si le client n'a pas préparé son dossier, parce que normalement ça fait partie de son dossier, avec ses actifs, ses passifs, et dans ses actifs, il a évidemment son épargne et il a sa répartition financière, sa surface financière. Donc le conseiller qui est pertinent dans son rôle pourrait tout à fait à la fois développer la relation pour la banque et de dire hey, je vais essayer de récupérer le maximum de capitaux possible et en même temps je vais m'en servir pour financer le projet. Et donc il devrait être effectivement conseillé et conseillé en ce sens-là et dire écoutez, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de vous financer, mais pour apporter plus de garanties convenues de la situation ou pas, ou d'un point de vue commercial, s'ils veulent l'assumer, j'aimerais récupérer ces capitaux et pour m'assurer que vous ne partiez pas tout de suite, on va faire un nantissement dessus, ce qui, moi, va me rassurer dans le cadre de développer la relation. Je suis sûr que vous resterez 1 ou 2 ans, ce qui nous laissera le temps de faire des preuves et puis peut-être faire d'autres investissements. Et puis, comme ça, vous allez développer avec les meilleurs conseils que je vais vous prodiguer sur les investissements d'allocation d'actifs. Ça serait un conseiller en or. C'est un sujet qui est vaste, où il y a beaucoup de connaissances à avoir, et pas que sur l'investissement. Il faut, moi je dédramatise, c'est qu'aujourd'hui les conseillers bancaires, ils doivent connaître l'assurance, les prêts, les produits lambda, les prévoyances, le quotidien, les cartes bancaires. Donc je leur jette pas la pierre, parce que c'est un sujet qui est vaste dans le financement. Puis le nantissement, c'est sans doute pas non plus la chose la plus fréquente qui serait amenée à proposer, donc forcément. Figure-toi que ça dépend, parce que dans les catégories de conseillers, il y a les conseillers grand public, conseillers d'accueil, conseillers grand public, conseillers moyen de gamme, ça commence. Mais quand on commence à être sur du conseiller haut de gamme, privé, professionnel, les personnes, généralement, elles ont de l'épargne. Quand on est en banque privée, encore plus. Donc, ça va dépendre de l'interlocuteur qu'on a en face de nous et de la manière dont on s'est développé. Mais, moi, c'était très régulier que j'ai des personnes, quand j'étais en banque privée, des personnes qui avaient une surface financière qui était de plus de 200, 300 000 euros. Donc, à partir du moment où on a 200, 300 000 euros, on peut faire des nantissements. Bien sûr, ouais. Mais bon, banque privée, c'est sûr qu'on se doute que probablement les gens qui sont en patrimoine déjà un peu plus conséquent que ceux qui sont dans les banques, entre guillemets. Si je veux me faire un petit peu plus précis, tout à l'heure, quand tu posais la question, je pense qu'en dessous de 30 000 euros d'épargne, le nantissement, il est souvent moins adapté. Pourquoi ? Parce que la banque, elle aime. Je donne des généralités, c'est pas toujours exact parce que j'ai vu beaucoup d'investisseurs qui ont emprunté qui étaient pas du tout dans ces règles-là. Moi, j'ai vu des personnes qui ont emprunté à 110% sans avoir d'épargne de côté. Mais c'est plus facile de justifier cette situation quand on a 20 ans que quand on a 50 ans. La banque, elle va se dire, mais vous avez 50 ans, pourquoi vous n'avez pas mis d'épargne de côté ? La banque ne va pas juger, mais même si vous avez eu des situations de vie, divorce, séparation, décès, la banque, elle, a fait un constat. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous avez des biens immobiliers, la banque, elle aime bien que vous ayez
en épargne de côté, je le répète, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose qui est constaté, elle aime bien que vous ayez 10 à 15% d'épargne. Ça veut dire que si vous avez 100 000 euros empruntés à la banque, elle aime bien que vous ayez 10 000 euros de côté d'épargne. Donc ça veut dire que quand vous faites un nantissement, forcément si c'est 30 000 euros, ça veut dire que vous avez un emprunt maximum de 200 000 euros pour avoir les 10% d'épargne de côté, et donc vous allez pouvoir nantir 10 000 euros. Et avec 10 000 euros, vous n'allez pas nantir grand-chose. Peut-être les frais annexes, dans la situation 2 que j'avais exposée tout à l'heure. Mais donc, il faut, à mon sens, avoir plus de 30 000 euros d'épargne pour pouvoir jouer avec cette règle-là. Ou alors connaître quelqu'un qui a plus de finances et le convaincre de nantir pour nous. Ce qui fait aussi. Et donc, ça nous fait 2 personnes à convaincre, la banque et la personne qui va proposer un nantissement. Et donc, tout à l'heure, tu disais que donc, tu signais un contrat finalement avec la banque pour nantir. Est-ce que donc ça veut dire que ça n'a pas du tout besoin de passer devant un notaire ou ce genre de choses? C'est sous seing privé uniquement que ça se passe? Ça fait partie des offres de prêt. C'est-à-dire que dans les offres qui vont être émises, le nantissement sera annexé au contrat. Donc il y aura toutes les garanties, en fait, comme d'habitude, où on voit garantie, caution, hypothèque. Eh bien là, il y aura en plus ou en complément, parce que la banque parfois peut prendre ceinture, bretelles et parachute. On peut tout à fait cumuler une caution, et parce que c'est notre état de santé qui conduit à cette situation-là, avoir en plus un nantissement. Tout à fait possible. Donc, et donc les deux apparaîtront sur. D'accord. Donc pas besoin d'un notaire pour ce genre d'acte. D'accord. À la différence qu'il y a une vraie différence entre faire une hypothèque ou mettre en gage un bien, où là ça serait différent. Là pour le nantissement, non, pas du tout. Et on n'a pas parlé du coût du nantissement par rapport justement aux autres types de garanties type hypothèque. Quel est le coût finalement de mise en œuvre d'un nantissement? Pas de coût. Zéro. Alors après, c'est à la disposition de la banque, parce que des fois, elle va justifier dans le fait d'augmenter les frais de dossier bancaire au nom de la mise en place du nantissement, mais la réalité, c'est pas de coût. La plupart du temps, je crois que à l'époque, l'argument, on rajoutait 200 ou 300 euros sur les frais de dossier, mais c'est zéro en fait. Parce qu'il faut pas oublier que la banque, c'est full win pour elle, parce que concrètement, elle a plus de sécurité, elle va développer du PNB et elle verrouille le client dans le temps. En revanche, quand je dis pas de coût, je vais modérer le propos. Parce que ça dépend si vous avez déjà un investissement ou pas. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en nantissement, prenons le cas d'un contrat d'assurance vie. Vous avez 100 000 euros sur un compte sur livret. Voilà. Et la banque vous dit, oui, si vous êtes gentil, mais moi j'aimerais bien en fait en nantissement que vous ouvriez un contrat d'assurance vie. Mais sur le contrat d'assurance vie, il peut y avoir des frais d'entrée. Donc, quand je dis pas de frais, attention, si c'est déjà un contrat qui est existant, pas de frais. Si c'est un contrat qui est nouveau qui va être créé, alors il faudra avoir une vigilance, mais ça n'a pas lien avec le nantissement, ça a à voir avec la souscription au contrat. Voilà. Et donc ça, évidemment, on peut les négocier, les frais d'entrée, encore plus dans cette situation. D'accord, en effet, très clair. Et ce nantissement, une fois qu'il est établi avec la banque, il y a des déclarations à faire, je sais pas, aux impôts ou à un quelconque organisme de ce nantissement, ou absolument pas? Absolument pas. En fait, ça fait simplement partie de notre patrimoine, mais il n'y a pas de choses qui sont en lien avec les impôts, parce qu'on va pas avoir, à moins que, mais ça, encore une fois, ça n'a pas à voir avec le nantissement, mais ça a à voir avec les intérêts qui sont liés aux produits de placement. Imaginons que j'ai un contrat d'assurance vie qui a été nanti pour 100 000 euros, donc le capital, le contrat, pour une raison quelconque, se développe et il y a 150 000 euros dedans, je retire 20 000 euros dedans, évidemment, je vais être fiscalisé dessus. Oui, par exemple. Donc là, oui, mais sinon, il n'y a pas de déclaration administrative à faire. Le nantissement, c'est quelque chose qui est relativement simple à la fois à mettre en place et à la fois dans le suivi, tout simplement. En revanche, il faudra bien s'assurer de récupérer de la banque l'accord sur le fait qu'il y ait la levée de nantissement qui a été réalisée. Encore plus quand c'est pas chez elle que ça a été nanti, pour éviter tout recours ou à une exposition à la déchéance de prêt. Je pense qu'on a déjà balayé pas mal le sujet. Je crois qu'après, il y aurait moyen évidemment de zoomer. On peut, je crois, nantir aussi des fonds de commerce, des choses comme ça. Mais c'est encore. On peut. En fait, le nantissement, c'est souvent tout ce qui est incorporel. Donc, par exemple, un fonds de commerce, ça peut être des actions, ça peut être le contrat d'assurance vie selon la répartition des actifs, ça peut être des parts de SCPI, ça peut, j'imagine même dans le temps qu'on pourra nantir, ça peut être des parts de société. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe sur l'immobilier de plus en plus, c'est la tokenisation immobilière. Donc, je suis sûr que dans le temps, on pourra potentiellement venir nantir des tokens ou des parts de société annexées à des tokens.
Ça se pratique déjà un peu avec Realty, en effet, on peut mettre en collatéral des parts de tokens. Tu ne crois pas si bien dire, tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais je valide les biens pour Realty en France. Donc c'est en cours, mais normalement les biens devraient bientôt arriver en France, et pas que en France, en fait, sur toute l'Europe de l'Ouest. Ça satisfera ceux qui se plaignent qu'il y a que Détroit, Chicago et... Il y a ça, et puis ça satisfera autre chose, c'est qu'aujourd'hui la grosse plainte de la communauté, c'est qu'il n'y a pas assez de biens et que les biens partent trop vite. Donc le rôle, en fait, c'est de trouver aujourd'hui des biens avec une rentabilité qui est suffisante en France et dans l'Europe de l'Ouest, sur des marchés qui sont maîtrisés, sur lesquels on va être rassuré, sur lesquels on pourra observer le même fonctionnement, malgré une législation qui est très différente, parce que on le sait, hein, c'est pas la même réglementation aux États-Unis et en Europe, notamment avec MiCA pour les dispositions, et puis après pour plein de choses sur la fiscalité. C'est un sujet qui est passionnant, mais pas l'objet du podcast. Peut-être ça fera l'objet d'un autre podcast. Volontiers. Alors, une dernière question, puisque tu as introduit ce sujet-là, ça veut dire qu'on serait sur les mêmes pourcentages de retour sur investissement sur les biens qui seront en Europe et en France que ce qu'on peut voir aujourd'hui? Ça va dépendre encore une fois de l'exploitation du bien. Aujourd'hui, sur Realty, on est sur des biens qui sont entre 10 et 12% de rentabilité nette. Évidemment, en France, on n'est pas sur ces systèmes de rentabilité-là. Par contre, on sera souvent, par rapport à l'heure actuelle, sur des systèmes d'exploitation qui sont classiques. Donc, j'exclus la location courte durée dans un premier temps. On sera sur des rentabilités qui seront entre 8 et 10% net. Ce qui est déjà très correct quand on voit qu'aujourd'hui, sur des parts de SCPI, on est sur du 5% brut. Bon. Et là encore, c'est un système qui est complètement différent parce que il y a d'autres systèmes qui se rapprochent de Realty mais qui ne sont en rien comparables. C'est que aujourd'hui, il y aura un marché secondaire. C'est que demain, on aura la capacité en fait d'échanger directement avec un track record. Enfin, c'est vraiment une solution, je pense, qui va révolutionner le marché. C'est un sujet qui est très vaste, hein, parce que même les notaires commencent à s'en emparer. On échange avec des notaires sur ce sujet-là. Hein. Il y a déjà, alors pas en France, hein, mais il y a déjà des parties qui sont cadastrées sur la blockchain. Mais par contre, évidemment, il va falloir trouver un moyen que les notaires ne perdent pas au change dans le cadre des transactions. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et en même temps, il y a une vraie libéralité. Aujourd'hui, on va permettre à des personnes d'investir dans de l'immobilier n'importe où dans le monde. J'extrapole parce que pour l'instant, on n'en est pas là, mais à partir de 50 €. C'est extraordinaire. Avec des rentabilités où aujourd'hui, même des personnes en investissant seules ont du mal à trouver des rentabilités supérieures à 7 ou 8 points. Pour l'instant, le système fait que on n'arrive pas, même aux États-Unis, on ne tokenise pas le bien. Oui, c'est la société qui est tokenisée. Exactement, mais demain, et c'est là tout l'enjeu, demain, si les parties sont cadastrées sur la blockchain, ça signifie que techniquement, on pourra venir tokeniser directement le bien. Oui, mais techniquement, je suis pas sûr qu'il y ait tant de contraintes à lever que ça. C'est plus une question de lobbying qui risque de ralentir beaucoup ce genre de démarche. Mais pour être dedans, c'est pas si simple que ça, parce que en combien de tokens tu divises un bien immobilier, et puis après effectivement derrière il y a les transactions, à qui appartient le bien immobilier, et puis au niveau juridique, c'est rock'n'roll. C'est hyper complexe aujourd'hui. On travaille dessus quasiment tous les jours avec Realty sur ce sujet-là. Donc très bien. Bah écoute, super. On aura eu une info croustillante en plus du sujet du nantissement. Merci beaucoup, Luc. Et donc, si des gens veulent te contacter ou poursuivre la conversation avec toi, est-ce qu'il y a un moyen privilégié pour entrer en contact avec toi? Passe par toi. Non. Non, plusieurs moyens. Premier moyen, Polygone Formation. Là, ils vont sur le site Polygone Formation, ils me contactent. Après, il y a le cabinet de gestion de patrimoine, ça s'appelle priveos.io. Pas .com, .io. Voilà, c'est les deux moyens pour entrer en contact avec moi le plus facilement. Et puis après, s'ils veulent suivre les recommandations qu'on peut faire, il y a la chaîne YouTube Polygone Formation sur lequel j'interviens souvent, soit sur le financement, mais pas que. Hein. Il y a d'autres systèmes sur lesquels j'interviens, les SCI, la gestion de patrimoine, les contraintes qu'on peut rencontrer dans le cadre des échanges avec son conjoint, sa conjointe pour investir, parce qu'il y en a un qui veut, pas l'autre. Voilà. Concrètement, les sujets sur lesquels on pourra nous retrouver avec mon associé sur cette partie-là, Julien.
Ok, bah de toute façon on mettra tous les liens que tu as évoqués dans la description de l'épisode, comme ça facilitera aux auditeurs les moyens pour te contacter si besoin. Écoute, encore un grand merci à toi Luc pour le temps consacré. Je pense qu'on a appris pas mal de choses encore aujourd'hui dans cet épisode. Et donc peut-être à très bientôt pour un autre sujet avec toi. Merci de m'avoir accueilli, Alexandre. À bientôt. Je t'en prie. À bientôt. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.